L'histoire commence alors qu'un assassin se prépare pour une mission. Son nom est Ryota, et il est choqué de trouver un autre tueur à gages à proximité, mais ce qui est le plus frappant, c'est que c'est l'infâme assassin silencieux. Ryota maudit sa malchance, mais il refuse de laisser un gros bonnet lui prendre sa cible, et il se prépare à le combattre. Il ne se soucie pas de l'honneur, car ils savaient tous les deux dans quoi ils s'engageaient en entrant dans le business de l'extinction de vie pour de l'argent. Ryota lance son shuriken sur l'assassin silencieux, mais il est incrédule quand il rate sa cible, on ne sait comment. Le silencieux esquive l'attaque suivante, et les deux chargent l'un vers l'autre. Ils dégainent tous deux leurs lames et s'affrontent avec une force immense. Un combat à l'épée s'ensuit, mais l'assassin silencieux a une sorte d'outil qui lui permet de désarmer son adversaire. Dépourvu d'épée, Ryota se tourne rapidement vers ses shurikens à courte portée, mais le silencieux est capable de les esquiver, on ne sait comment. Ryota a encore un atout dans sa manche alors qu'il sort une autre arme, mais il est laissé sous le choc quand le silencieux disparaît sous ses yeux. Ryota est horrifié de voir que son adversaire est réapparu derrière lui, mais il n'a pas le temps de réfléchir alors qu'il réalise le danger dans lequel il se trouve. Ryota se bat désespérément pour sa vie, mais l'écart de compétences entre eux est absurde, et Ryota le réalise de plus en plus à chaque attaque. Ses attaques sont bloquées avec peu ou pas d'effort, et le silencieux finit par contre-attaquer. Il enfonce son poignard dans le bras de Ryota, et pendant que Ryota crie d'agonie, il lui brise la jambe. Ryota est sûr d'avoir porté plus d'attaques contre son adversaire, mais il est clair maintenant que cela n'a pas d'importance face à l'assassin silencieux. Ryota maudit sa malchance une dernière fois alors qu'il regarde sa propre épée tomber du ciel et mettre fin à ses jours. L'assassin silencieux entre ensuite dans la maison pour faire son travail, mais pour une raison quelconque, il hésite. Il lutte un moment, mais finit par pouvoir lever son épée pour mettre fin à la vie de sa cible. C'est alors que nous revenons en arrière, avant que notre protagoniste ne devienne l'assassin silencieux. Son nom est Akira, et il est dans une classe remplie d'autres étudiants. Les autres étudiants socialisent entre eux, discutant de leurs projets pour la journée, mais Akira est assis isolé, lisant un manga. Son camarade de classe Satu dit qu'il s'intéresse aussi au isekai comme celui qu'Akira lit, mais Akira s'empresse d'expliquer qu'il lit juste ce qui est gratuit. Les autres étudiants ne savent même pas qui est Akira, bien qu'il soit dans leur classe depuis toute l'année, mais un autre étudiant s'exclame qu'il n'est tout simplement pas du genre à marquer les esprits. Ce fait n'est pas une surprise pour Akira, qui est bien conscient de sa façon de passer inaperçu dans la plupart des situations. C'est alors qu'un téléphone curieux se brise et qu'une sorte de cercle magique apparaît au plafond, effrayant tout le monde. Un sort s'active, et les étudiants sont sous le choc en réalisant qu'ils ont été téléportés quelque part. Tout le monde est content d'être simplement en vie, et un homme arrive pour leur dire que le roi veut leur parler. Les étudiants n'ont toujours aucune idée de ce qui se passe, et ils se demandent si c'est une sorte de mise en scène. Ils demandent à savoir ce qui s'est passé, mais ils sont tous réduits au silence par le sorcier. Le roi remercie calmement les étudiants d'avoir répondu à son appel depuis leur royaume lointain et révèle que ce monde dans lequel ils se trouvent s'appelle Morrigan. Ils sont actuellement dans le royaume humain appelé Redi, la plus grande nation du continent humain. Les humains sont actuellement attaqués par les démons, et selon la prophétie, seul un héros d'un autre monde possède le pouvoir de vaincre le seigneur démon. Les étudiants sont complètement perdus, mais Akira a de vastes connaissances des histoires d'isekai. Elles sont remplies d'aventuriers, de héros et de compétences surpuissantes, alors Akira sourit alors qu'il ressent un frisson pour ce qui l'attend. Le sorcier déclare qu'il est temps d'identifier qui est le héros parmi eux, et il ne peut y en avoir qu'un. Les étudiants devront toucher une boule de cristal et dire le mot aux statues dans leur esprit afin de découvrir quelle est leur classe. Le premier étudiant s'avance avec empressement pour essayer, mais il est déçu de voir qu'il n'est pas un héros et n'est qu'un dresseur d'animaux. Malgré le titre peu glorieux, le sorcier explique que ses statistiques de départ dépassent de loin celles d'une personne moyenne dans ce monde, et il est sûr que ce gamin entrera dans la légende aux côtés du héros. Plusieurs autres étudiants essaient, et ils obtiennent des titres comme guérisseurs et désenchanteurs. Il reste encore beaucoup d'étudiants à passer, mais le sorcier explique que même avant de toucher la boule de cristal, les étudiants peuvent voir leurs statistiques simplement en disant statue dans leur tête. Satu découvre qu'il est un mage du vent, et Akira révèle qu'il est un assassin. Satu dit que cela lui convient parfaitement parce que beaucoup d'étudiants n'avaient même pas réalisé qu'Akira était dans leur classe. C'est alors qu'Akira remarque qu'il y a une énorme disparité entre ses statistiques et celles des autres étudiants. Il a des chiffres beaucoup plus élevés qu'eux et bien plus de capacités. C'est au tour de Satu, alors il touche la boule de cristal, et tout le monde est émerveillé car elle révèle qu'il est le héros. Cela n'est pas une surprise pour le sorcier, car Satu avait des statistiques exceptionnelles. Normalement, les gens n'ont qu'environ 500 points d'attaque même au niveau maximum, mais Satu en a presque le double. Les autres étudiants ne sont pas surpris non plus, car Satu a toujours été intelligent, athlétique et populaire. Après avoir vu les statistiques du héros, Akira est encore plus confus par la hauteur de ses propres statistiques, d'autant plus que personne d'autre n'est même proche. Akira ne peut s'empêcher de penser que quelque chose ne va pas, et il se demande s'il dit même la vérité au sujet du seigneur démon.
Akira ne connaît strictement rien de ce monde, donc révéler ses statistiques anormales maintenant pourrait s'avérer problématique. Heureusement, en tant qu'assassin, Akira a une capacité appelée dissimulation de présence, et il espère qu'elle peut le sortir de cette situation. Akira l'active et est content de voir qu'il a disparu de la vue de tous, et Satu ne peut même plus le voir. Le test de la boule de cristal se termine sans qu'Akira ait même besoin de le passer, alors il passe à l'étape suivante. On leur donnera tout l'équipement dont ils ont besoin, et des chambres ont été préparées pour qu'ils puissent dormir. Tout le monde se dirige vers ces chambres, mais Akira remarque une caméra dans le couloir, et il réalise qu'ils sont surveillés. On ne leur a pas dit cela, donc cela rend Akira plus certain qu'il cache quelque chose. Akira trouve une chambre que personne ne s'est même donné la peine de nettoyer, ce qui signifie qu'il ne s'en soucie pas, et il est peu probable que quelqu'un le trouve. Akira trouve des vêtements qu'un assassin porterait, et il se prépare à obtenir plus d'informations. Il se dirige à l'extérieur, où le paysage solidifie le fait qu'ils sont vraiment dans un autre monde. Akira s'étonne lui-même de son propre athlétisme alors qu'il se rend au sommet du château, et il détermine qu'il doit avoir reçu le bonus stéréotypé d'invocation. C'est alors qu'il entend quelque chose et dissimule sa présence. Akira peut entendre le roi, qui qualifie les étudiants de gamins. On lui dit que les étudiants ne sont que des enfants d'un monde sans magie, et qu'ils ne poseront pas de problème. Le roi est content d'entendre cela et déclare qu'ils procéderont comme prévu. Son seul message, cependant, est que les étudiants ne doivent pas être autorisés à entrer dans les archives du château, car il ne veut pas qu'ils en apprennent trop. Après le départ de la princesse, nous voyons qu'Akira s'est discrètement placé derrière le roi, et ses soupçons ont été confirmés. Il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il sait qu'il prépare un mauvais coup. Réalisant seulement maintenant la mortalité silencieuse derrière ses nouvelles compétences, Akira comprend qu'il pourrait facilement mettre fin à la vie du roi. Il a pu marcher droit vers la personne la plus gardée de ce monde sans qu'une seule personne ne le remarque, et sa vie est maintenant entre les mains d'Akira. Akira ne le fait pas, cependant, et disparaît simplement. Le lendemain matin, tout le monde profite du petit déjeuner, mais Akira est toujours dissimulé. Il se demande s'il devrait annuler sa dissimulation et dire à tout le monde ce qu'il a vu, mais il n'est pas sûr qu'ils le croiront. C'est alors que Satu dit à tout le monde qu'ils devraient tous travailler ensemble. Ils ont reçu de grands pouvoirs après être venus dans ce monde, et ils pensent qu'ils devraient les utiliser pour aider les gens. Satu prévoit de vaincre le seigneur démon comme le roi l'a dit, et il veut que les autres l'aident. Tous les étudiants sont motivés par son discours, mais Akira le voit différemment. Ils supposent tous que le roi et la princesse sont leurs alliés, et ils sont même excités à l'idée de faire ce qu'on leur a demandé. Cela rend clair pour Akira qu'il sera difficile de les convaincre de la vérité. Plus tard, les étudiants sont présentés à Mitre, le commandant des chevaliers connu sous le nom de Dernier Bastion. Son bras droit, nommé Gilis, pense qu'il a l'air prétentieux, mais ils ont des questions plus importantes à discuter. Mitre révèle que les héros commenceront leur entraînement, et dans un mois, ils entreront dans un donjon pour tester leurs capacités. Akira, bien sûr, reste dans l'ombre et détermine qu'il devra obtenir plus d'informations sur ce donjon. Mitre s'éclipse un moment, et Akira est stupéfait quand il lui parle. Akira n'a jamais annulé une dissimulation de présence, alors il se demande si cela a une durée maximale qui vient de s'épuiser. Il est encore plus surpris, cependant, quand Mitre l'assure que sa dissimulation de présence est toujours active et révèle que ses yeux sont juste un peu spéciaux. Les yeux de Mitre sont mystiques, et ils sont capables de percevoir les différences de température. Akira n'a d'autre choix que de se battre pour dissimuler son identité, mais Mitre le calme en disant qu'il ne parlera pas de lui au roi ou à la princesse. Akira s'empresse de souligner que Mitre est de leur côté, mais Mitre explique que les choses sont compliquées entre eux. Mitre demande à Akira de ne pas le dire au roi, et Akira a le sentiment qu'il peut lui faire confiance. Akira révèle qu'il veut voir les archives parce qu'il ne sait rien de ce monde, encore moins de la magie ou des compétences. Mitre se demande à quel niveau se trouve la compétence dissimulation de présence d'Akira, et il est choqué d'apprendre qu'elle est déjà au niveau maximum. Cependant, la plupart des autres compétences d'Akira ne sont qu'au niveau 1, et il n'a aucune idée de comment les augmenter. Mitre propose de l'enseigner personnellement et explique qu'Akira ne trouvera pas ce qu'il cherche dans les archives. Akira est excité par l'offre et l'idée de devenir plus fort dans ce nouveau monde, mais il doit encore trouver le moyen de retourner dans son propre monde, car sa famille l'attend. Mitre comprend parfaitement l'importance de la famille, mais malheureusement, il ne sait pas comment Akira peut revenir. En fin de compte, Mitre souligne qu'Akira devra de toute façon devenir plus fort. Si sa vie prend fin avant qu'il ne rentre chez lui, alors ses efforts auront été gaspillés. Au moins, Mitre assure à Akira qu'il peut l'aider à devenir un excellent assassin. Akira n'aime pas accepter des faveurs gratuitement, alors Mitre dit qu'il peut le rembourser en lui racontant des histoires de son ancien monde. Akira accepte les termes, et les deux hommes se présentent formellement. Grâce à Mitre, Akira apprend qu'en plus des humains et des démons, ce monde a aussi des elfes et des peuples bêtes. Mitre lui fait suivre un entraînement qu'Akira trouve douteux,
mais Mitre l'assure que les pompes sur le bout des doigts avec des pierres sur le dos est la meilleure façon d'améliorer ses compétences. Éliminer des monstres est la seule façon de monter de niveau dans la classe d'une personne, mais les compétences peuvent être montées en niveau avec de l'entraînement. Un peu plus tard, Gillis informe Mitre que les étudiants progressent bien, mais sa charge de travail est importante. La plupart des responsabilités lui incombent parce que Mitre se concentre entièrement sur l'entraînement d'Akira, mais Mitre dit qu'il ne peut s'en empêcher parce que les histoires de l'ancien monde d'Akira sont si divertissantes. Akira est aussi très intéressant parce que sa compétence dissimulation de présence est au niveau maximum. Ce fait choque Gillis parce que seul le tout premier héros de l'histoire a été capable d'accomplir cet exploit. Akira arrive, alors Gillis s'excuse, et Akira révèle qu'il s'est faufilé dans les archives chaque nuit pour lire. Il a lui-même soif de connaissances, et il est tombé sur ce qu'il décrit comme un petit livre effrayant. Mitre connaît bien ce livre, car c'est lui qui l'a écrit. Il contient les plans d'un coup d'État, mais Mitre l'a déguisé en livre de recettes pour le cacher dans les archives. Mitre savait en fait qu'Akira le trouverait éventuellement, et il est content de pouvoir révéler plus de choses sur ce qui se passe. Il explique que le roi est brisé au-delà de toute réparation et est prêt à payer un prix horrible pour changer les règles du monde. On ne peut pas le laisser faire ce qu'il planifie, mais les chevaliers ont une dette envers la famille royale. D'après ce qu'il a lu, il a pu dire que Mitre cherche une fin pacifique au règne du roi, mais Akira pense qu'il serait plus facile s'il éliminait le roi lui-même. Akira n'a aucun lien avec ce monde, donc rien ne l'en empêche. Akira révèle qu'il en a eu l'occasion la première nuit où ils ont été invoqués, mais il n'a tout simplement pas pu le faire. Mitre dit qu'il a en fait le bon choix parce que le fardeau de mettre fin à la vie de quelqu'un est lourd à porter. Akira peut être un assassin, mais Mitre dit que cela ne signifie pas qu'il est obligé de prendre la vie de qui que ce soit. Mitre lui ordonne de ne pas verser de sang, surtout s'il a l'intention de retourner dans son ancien monde. Akira est d'accord, car sa mère et sa petite sœur seraient sûrement déçues s'il rentrait chez lui en tant que tueur. Mitre lui dit d'être un assassin qui respecte la vie afin qu'il puisse retourner vivant auprès de sa famille. Akira ne peut pas comprendre pourquoi Mitre veille autant sur lui, et Mitre révèle que c'est parce qu'il attend beaucoup de lui. Lors de l'invocation, Akira n'a pas simplement suivi les autres. Au lieu de cela, il a utilisé son cerveau et a décidé de la meilleure ligne de conduite. Seul quelqu'un qui a enduré beaucoup d'épreuves et les a toutes surmontées est capable de cela. Akira sait très bien ce qu'il veut dire, car il explique qu'il a vécu dans l'ombre toute sa vie et que personne ne l'a jamais remarqué. C'est la première fois que quelqu'un chante ses louanges, alors Akira ressent un peu de gratitude envers lui. Cela étant, Mitre voudrait qu'Akira l'aide avec son coup d'état avant de retourner dans son monde. Bien sûr, il dit qu'ils le garderont pacifique, et Akira accepte au moins d'y réfléchir. Un peu plus tard, nous voyons que le mois est écoulé, et il est temps pour les étudiants d'aller dans le labyrinthe. Alors qu'ils traversent la ville, les étudiants sont vénérés comme des héros. Akira est étonné par le nombre de personnes, et il ne peut pas croire qu'ils soient tous venus juste pour les voir aller au donjon local. Akira repère une fille au loin, et elle est stupéfaite quand Akira apparaît instantanément derrière elle. Il aimerait savoir pourquoi elle les regarde avec insistance, alors elle explique que tout le monde le traite, lui et ses amis, comme des héros. Le problème est que ces héros ignorent tout ce qui a été sacrifié pour les invoquer ici. Akira n'a aucune idée de ce dont elle parle, mais la fille n'a pas envie d'expliquer. Au lieu de cela, elle dit qu'ils se reverront quand il découvrira la vérité par lui-même. Elle part, mais Akira est sûr que ce ne sera pas la dernière fois qu'ils se rencontreront. Dans le labyrinthe, nous voyons que les étudiants ont déjà subi de nombreuses rencontres avec des monstres. Un étudiant est terrifié quand il déclenche un autre piège, mais Akira est là pour éliminer la menace. Mitre décide que c'est le bon moment pour se retirer et dit que tout le monde a bien fait pour une première fois. Mitre utilise son épée divine pour ouvrir un chemin, et tous les étudiants se précipitent dehors. Malheureusement, ils sont accueillis par encore plus de monstres, mais Satou se souvient que la princesse lui a donné une bombe fumigène qui tiendrait les monstres à distance. Quand il la lance, Satou est content de voir que cela a fonctionné, mais quelque chose ne va pas. Au lieu de repousser les monstres, elle semble les avoir transformés en quelque chose de plus féroce. Gillis arrive, horrifié de voir un minotaure, car un de ceux-ci ne devrait pas être dans les étages supérieurs. Akira n'hésite pas un seul instant et passe à l'action, se frayant un chemin vers le dos du minotaure. Il enfonce sa lame dans la bête, mais tout le monde est choqué quand son poignard se brise. Akira est forcé de reculer, alors Satou propose de l'aider, mais il est clairement trop blessé. Ses bras sont cassés, alors Akira lui dit de ne pas se forcer, mais Satou rétorque que s'il ne protège pas la classe, alors qui le fera? Akira retourne au combat et rappelle à Satou qu'il est le héros choisi. Son pouvoir est pour sauver le monde, donc il doit être protégé aussi. Akira explique que tous les autres peuvent se débrouiller seuls, car c'est pour cela qu'ils ont suivi autant d'entraînement. Satou ne peut pas accepter son propre échec, et il commence à craquer. Akira pense à la façon dont Satou a toujours été responsable, mais la responsabilité qu'il porte maintenant est trop lourde pour une seule personne. Pourtant, le désespoir de Satou semble aller trop loin, alors Akira demande à la désenchanteuse de lancer son sort sur lui.
Son sort de dissipation retire quelque chose de l'esprit de Satu, et elle est stupéfaite de voir que Satu était maudit. Akira la laisse continuer à le dissiper, et il se précipite de retour au combat. Mitre est choqué quand Akira révèle qu'il va utiliser une certaine attaque sur laquelle ils ont travaillé, et Akira dit que c'est pour pouvoir survivre. Akira se rend à un certain endroit, et Mitre lui dit d'attendre son signal. Le chevalier utilise alors son attaque éclair pour infliger des dégâts massifs à la bête et la bloquer sur place. Nous voyons qu'Akira s'est rendu sur son dos, et il active sa magie d'ombre. La magie des ombres d'Akira transforme une ombre en une mare sombre et circulaire sous ses pieds. Akira peut manipuler l'ombre, la pliant à sa volonté, mais il n'a pas encore appris à la contrôler totalement. Il a du mal à l'utiliser contre la bête, alors Mitre décide qu'il devra se battre à nouveau lorsque la bête se libère de son étourdissement. Le Minotaure s'apprête à attaquer Mitre, mais celui-ci est stupéfait lorsqu'Akira parvient à commander à son ombre d'arrêter le monstre. Bien qu'il en soit encore aux prémices de l'apprentissage de cette capacité, Akira est déjà capable de créer plusieurs pics d'ombre qui transpercent le Minotaure. Mais ce n'est pas tout ce que sa magie de l'ombre peut faire, car Akira lui ordonne d'entraîner la bête vers le bas, et ses pics d'ombre commencent à tirer le Minotaure dans son ombre. Akira doit encore faire beaucoup d'efforts pour contrôler correctement cette magie, mais il parvient à se pousser plus loin et à plonger le corps du Minotaure dans son bassin de ténèbres. Il ne reste plus que sa tête au-dessus du sol, alors Akira aiguise le bord de sa mare d'ombre pour séparer la tête de la bête de son corps. Les autres regardent avec un peu de crainte dans les yeux alors que l'attaque terrifiante d'Akira vient de démembrer sauvagement le Minotaure. Akira est complètement épuisé après cet exploit incroyable, mais quelque chose ne va pas. Il perd le contrôle de l'ombre, forçant Gillis à crier à tout le monde de reculer. Akira craint le pire alors qu'il lutte pour reprendre le contrôle, mais Mitre est là pour le rassurer en lui rappelant gentiment de se calmer. Akira écoute les paroles de son mentor, retrouve sa concentration et parvient à reprendre le contrôle de son ombre. Il met fin au sortilège d'ombre, mais son utilisation le laisse à bout de souffle. Mitre reconnaît à quel point l'utilisation d'une capacité aussi terrifiante est éprouvante, mais Akira souligne fièrement qu'il a réussi à survivre. Le groupe revient au château sans aucune perte, et Mitre déclare que tout cela est grâce à Akira. Akira, quant à lui, attribue tout le mérite à son mentor, car c'est grâce à lui que son ombre n'est pas devenue incontrôlable. Ce n'était toutefois pas une grande surprise, car le sort avait failli devenir incontrôlable pendant l'entraînement. Mitre dit que cela reste un grand mystère, car il n'avait jamais entendu parler d'une compétence supplémentaire appelée magie de l'ombre avant de rencontrer Akira. Elle est manifestement très puissante, mais son efficacité et son contrôle laissent à désirer. Mitre pense qu'il devrait être plus prudent à l'avenir lorsqu'il l'utilise, et Akira est d'accord, car il doit encore s'entraîner pour la contrôler. Mitre donne ensuite à Akira un katana, une arme fabriquée par le tout premier héros lui-même. Bien sûr, Akira se demande pourquoi Mitre le lui donne plutôt qu'aux héros actuels, alors Mitre lui explique que le héros possède déjà l'épée sacrée. Mais surtout, Mitre ne veut pas que quelqu'un le sache, car il l'a volé dans le trésor du royaume. Akira est choqué d'apprendre cela, mais il remercie son mentor pour ce cadeau. La lame a été gravée par le premier héros, qu'il a baptisé « Dieu de la nuit ». Toutes ces discussions sur le premier héros rappellent à Akira que le héros actuel était en mauvais état dans le donjon. Mitre révèle que la malédiction qui l'afflige est vicieuse et refuse d'être dissipée. Cela ne semble pas non plus être un accident, et Mitre a une bonne idée de qui en est responsable. Cette nuit-là, nous voyons la princesse pratiquer une sorte de magie noire tout en déclarant que Satu serait un faux héros et une marionnette. Soudain, elle est prise au dépourvu lorsqu'Akira apparaît de nulle part pour détruire son cristal noir. Elle exige de savoir qui il est, mais Akira l'ignore et déclare que sa mission de libérer le héros de sa malédiction est enfin accomplie. La princesse le réprimande pour être entré dans la chambre d'une dame sans permission, mais Akira ne plaisante pas. Il pointe son épée vers sa gorge et lui fait remarquer qu'elle n'est pas une dame, mais plutôt une sorcière, et il exige de savoir pourquoi elle a jeté un sort au héros. La princesse explique que tout ce qu'elle fait, c'est pour le roi, alors Akira ne peut que se demander pourquoi elle obéit à ses ordres. Malheureusement, aucune de ces questions ne trouve de réponse, car la princesse ne cesse de répéter que tout ce qu'elle fait, c'est pour le roi. Cela ne le mène nulle part, alors Akira décide simplement de partir. Malheureusement, après son départ, nous voyons que la princesse a caché plusieurs autres cristaux noirs, chacun correspondant à un héros invoqué différent. Ailleurs, Akira fait son rapport à Mitre, confirmant qu'il avait raison au sujet de la princesse et du roi. Mitre est surpris d'apprendre qu'Akira s'est révélé à la princesse, alors Akira explique qu'il voulait obtenir des réponses de sa part, n'ayant rien obtenu, Mitre explique qu'elle n'est qu'une marionnette du roi. Mitre suggère à Akira de se reposer pour la nuit, mais le met en garde contre le fait de dormir dans le château. Akira ne comprend pas pourquoi, alors Mitre lui révèle sa prédiction effrayante, il pense que la princesse va maintenant maudire tous les autres étudiants. Bien sûr, elle ne pourra pas toucher Akira car elle ne sait rien de lui, mais cela rendra les choses encore plus dangereuses. La princesse ne pourra pas maudire Akira, alors elle essaiera probablement de le tuer à la place.
Le roi enverra ses soldats fouiller chaque recoin du château jusqu'à ce qu'ils trouvent la mystérieuse personne qui s'est opposée à la princesse. Akira se demande si Mitre va le réprimander pour s'être révélé, mais Mitre conclut que les mauvaises décisions font partie de la jeunesse. C'est aux adultes de compenser cela, c'est pourquoi Mitre dit qu'il est là pour veiller sur Akira. Akira aimerait que son monde compte plus d'adultes comme Mitre, alors Mitre plaisante en disant qu'Akira devrait l'emmener avec lui lorsqu'il retournera dans son monde. Il dit qu'il aimerait beaucoup voir tout ce dont Akira lui a parlé, mais Akira revient sur ses propos en plaisantant sur le fait que cela semble trop compliqué. Après avoir dormi dans la forêt, Akira se réveille en se demandant pourquoi il y a tant d'agitation à l'extérieur du château. Alors qu'il s'approche d'un groupe de gardes, Satu se demande où Akira était passé. Akira est simplement heureux de voir que la malédiction qui pesait sur Satu a été levée, alors il dit à Satu qu'il était juste en train de dormir. Akira se demande ce qui se passe, mais Satu a une terrible nouvelle à lui annoncer, qui concerne Mitre. Le cœur d'Akira se serre dès qu'il entend le nom de Mitre, et sans réfléchir, il se précipite pour voir ce qui s'est passé. Malheureusement, seul le désespoir l'attend, car il trouve le corps sans vie de Mitre gisant sur le sol. Akira est anéanti de voir son mentor et seul ami immobile devant lui, un poignard enfoncé profondément dans la poitrine. Akira n'en croit pas ses yeux et supplie quelqu'un de lui dire ce qui s'est passé, mais quelqu'un lui dit d'arrêter de faire semblant. Ils disent qu'ils ne le croient pas et soulignent que le poignard qui a mis fin à la vie de Mitre est celui d'Akira. Akira s'empresse de leur rappeler que son poignard s'est cassé lorsqu'il combattait le Minotaure, mais il reste méfiant. Personne ne fait vraiment confiance à Akira, car il lui reproche de toujours disparaître et de ne se montrer que pour les entraînements, personne ne sait jamais où il va ni ce qu'il fait, et il est même apparu de nulle part dans le donjon. Akira est le plus secret de tous les élèves, et les autres pensent qu'il est le principal suspect. Heureusement, Satu prend sa défense en arguant qu'ils ne peuvent pas accuser Akira sans aucune preuve. Malheureusement, le roi ne veut écouter personne et déclare qu'Akira a commis le grave péché d'avoir tué le commandant des chevaliers. La princesse semble clairement prendre un peu trop de plaisir à cette situation, ce qui fait comprendre à Akira qu'il vient d'être piégé. Mais avant qu'il ne puisse le capturer, Akira utilise présence dissimulée et s'enfuit. Le roi ordonne à ses hommes de le retrouver, mais nous voyons qu'Akira est toujours là. Il chuchote à l'oreille de Gilis, l'allié le plus proche de Mitre, et Gilis reconnaît sa voix. Gilis révèle que Mitre a en fait été éliminé par les assassins personnels du roi, appelés les chevaliers corbeaux, et qu'ils sont également à la recherche d'Akira. Mitre avait le pressentiment que quelque chose allait se passer, il a donc laissé des provisions pour Akira. Gilis lui dit d'aller chercher ses provisions et de fuir le royaume. Akira le remercie pour tout ce qu'il a fait, et Gilis lui souhaite de rester en sécurité. Réalisant l'immense danger dans lequel il se trouve, Akira n'a d'autre choix que de faire exactement ce que Mitre voulait, il prend ses provisions et part pour de bon. Cette nuit-là, le roi n'en revient pas qu'il ait été si facile de mettre fin à la vie de Mitre tout en faisant porter le chapeau à Akira. La princesse rapporte qu'elle a fini de jeter des sorts à tous les élèves, sauf aux héros. Il ne reste plus qu'à trouver une justification pour déclarer la guerre à l'Est, et le roi a besoin que les élèves soient des pions efficaces pour y parvenir. Il est convaincu qu'Akira ne tiendra pas longtemps seul dans la forêt, mais il décide tout de même d'envoyer les chevaliers corbeaux à sa poursuite, au cas où. Quant à Akira, nous voyons qu'il est entré dans un donjon et se souvient de ce que Mitre lui a dit. Mitre lui a expliqué que s'il se trouvait un jour en fuite, il n'y avait pas de meilleur endroit pour se cacher qu'un donjon. Malheureusement, l'accès à l'eau y est limité, et survivre dans un donjon nécessite donc une planification minutieuse. Mais ce n'est pas tout, les donjons sont également le meilleur endroit pour faire progresser son personnage. Plus Akira s'enfonce dans un donjon, plus les ennemis qu'il affronte sont puissants, et plus il peut devenir fort. Akira ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi tout le monde n'allait pas dans les donjons, alors Mitre lui expliqua également les dangers. Il révéla que la présence dissimulée d'Akira ne fonctionnerait pas sur les monstres dotés d'un odorat et d'une ouïe développée. Cependant, si Akira parvenait à améliorer ses compétences d'assassin, il serait capable de dissimuler son odeur, ses pas et même sa signature thermique. Akira tente de le faire dès maintenant, mais ce n'est pas si facile. Le donjon est traître et les monstres qu'il combat sont incroyablement puissants. Malgré tout cela, après plusieurs semaines passées dans le donjon, Akira parvient à atteindre le 69e étage où il rencontre encore plus de dangers. Il se souvient cependant de la dernière chose que Mitre lui a dite, il lui a dit que malgré tous les risques que présente le donjon, cela en vaut la peine. Lorsque le niveau de classe d'Akira atteindra 100, il débloquera une compétence spéciale qui l'aidera à survivre dans ce monde. Mitre a demandé à Akira de se rendre au labyrinthe de Canton afin qu'il puisse essayer d'éliminer les boss qui se trouvent tous les 10 étages. Une fois qu'Akira aura pénétré dans la salle du boss, il ne pourra plus en sortir tant qu'il n'aura pas vaincu le boss ou qu'il ne sera pas mort. Cependant, si Akira gagne, il verra ses capacités augmenter de manière incroyable. Après avoir vaincu les 6 derniers boss, Akira pénètre dans la salle du boss du 70e étage. Dès le début du combat,
Akira comprend immédiatement que cette bête est bien plus dangereuse que les autres, ses griffes pourraient facilement le mettre en pièces d'un seul coup, mais ce n'est pas tout, cette bête est aussi en partie un serpent, et son venin est extrêmement corrosif. Akira fait de son mieux pour esquiver les attaques incessantes, mais finalement, la bête l'attrape et lui brise les côtes. Même si Akira souffre d'une douleur atroce, il se rend compte que si sa vie s'arrête ici, il ne pourra pas rentrer chez lui, pire encore, il ne pourra pas venger son mentor. Mais la bête ne fait que commencer, et elle jette Akira comme s'il s'agissait d'un déchet. Akira a déjà décidé qu'il devra tout donner sans rien retenir. Il active sa magie de l'ombre, et une pluie de pics d'ombre transperce instantanément la bête. Alimenté par la colère, Akira ordonne à sa magie de mettre le monstre en pièces, et l'attaque devient encore plus brutale, déchirant la créature sans pitié. Akira est victorieux, mais il perd connaissance, et le sang acide du monstre continue de lui causer des dommages. À ce moment-là, alors qu'Akira reste inconscient, une voix révèle que sa magie de l'ombre a son propre esprit. Elle se rend compte que les blessures d'Akira ont dépassé les paramètres acceptables, alors elle prend automatiquement le contrôle de la magie de l'ombre pour passer en mode récupération. Akira n'a cependant pas assez de mana, alors la voix décide d'utiliser les réserves de mana cachées à l'intérieur de la magie de l'ombre elle-même. Le lendemain matin, Satu annonce à tout le monde qu'il veut partir immédiatement combattre le Seigneur Démon. Tout le monde lui fait rapidement remarquer qu'ils sont encore sous le choc après qu'Akira ait mis fin à la vie de Mitre et qu'ils ne sont pas prêts pour le combat. Les élèves sont tous très grossiers et dédaigneux, mais Satu soupçonne que c'est à cause de la malédiction de la princesse dont Gilis lui a parlé. Satu annonce qu'il devra y aller seul, mais quelques autres disent qu'ils l'accompagneront. Satu forme un groupe avec eux, mais il est surpris qu'ils aient été autorisés à partir si facilement. Bien sûr, c'est le roi qui voulait qu'ils vainquent le Seigneur Démon au départ, il est donc logique qu'il les laisse partir. Satu ne peut s'empêcher de se demander pourquoi les membres de son groupe ont décidé de l'accompagner, et il lui révèle qu'ils ont réussi à se libérer de la malédiction. Yuki est une des enchantresses, elle est donc résistante aux malédictions, et dernièrement, elle a développé la capacité de sentir quand quelqu'un d'autre est maudit. Elle a aidé à libérer certains des autres, mais Azaina a également joué un rôle dans cette libération. Il ne se souvient pas très bien de ce qu'il a fait, car c'était presque comme s'il était contrôlé, tout ce dont Azaina se souvient, c'est d'avoir été dans une pièce où il a brisé de nombreux cristaux. C'est tout, car il a utilisé le katana pour le faire, mais il n'a aucune idée d'où il venait. Nous apprenons ensuite que c'était l'œuvre de Gilis. Il possède un pouvoir de manipulation plus puissant que n'importe quelle malédiction lorsqu'il s'agit de contrôler des individus. Après avoir détruit les cristaux, Gilis déclare qu'il a pu exécuter la dernière volonté de Mitre et souhaite bon voyage aux héros venus d'un autre monde. Quant à Azaina, il réfléchit à la manière dont il doit se rapprocher d'Akira dès que possible. Il regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt et se déteste de ne pas avoir pris la défense d'Akira lorsqu'il a été accusé. Un retour en arrière révèle qu'Azaina a en fait croisé Akira à l'extérieur de l'école. Akira travaillait, mais il ne voulait pas que quelqu'un le sache, en particulier sa petite sœur. Les deux garçons ont appris qu'ils avaient tous deux des petites sœurs dans la même classe, et ils ont été surpris de découvrir qu'elles étaient les meilleures amies. Les deux garçons n'ont jamais été très proches, mais Azaina comprenait Akira mieux que n'importe lequel de leurs camarades de classe. De retour avec Akira, celui-ci se réveille après s'être souvenu d'Azaina, et il espère que celui-ci va bien. Bien sûr, il espère la même chose pour sa mère et sa sœur, mais il se souvient rapidement qu'il y a des choses plus urgentes. Il est surpris de constater qu'il ne ressent aucune douleur et vérifie son écran d'état. Ses statistiques ont considérablement augmenté depuis qu'il est entré dans le donjon, mais le plus choquant est que ses points de vie sont presque au maximum, il était pourtant certain que ses côtes étaient cassées et que le poison se propageait rapidement. Son écran indique également que sa magie de l'ombre est désormais au niveau 5, alors qu'elle n'était qu'au niveau 3 avant d'entrer dans la salle du boss, cela signifie qu'elle a gagné 2 niveaux entiers rien qu'en l'utilisant une seule fois. De plus, elle lui semble plus facile à contrôler que la première fois qu'il l'a utilisée. Akira est certain qu'il se passe quelque chose d'étrange avec sa magie de l'ombre, mais tout ce qu'il peut faire pour l'instant, c'est continuer à avancer. Akira descend jusqu'au 75e étage où il rencontre un monstre visqueux. Ils ne sont pas très forts, il est donc étrange d'en voir un ici, mais Akira est choqué lorsqu'il découvre qu'il y a une fille à l'intérieur. C'est une elfe, et Akira dit qu'elle a le plus joli visage qu'il ait jamais vu. Akira décide d'attendre qu'elle reprenne conscience et, pendant ce temps, il se souvient qu'il voulait tester une étrange compétence qu'il possède. Elle s'appelle World Eyes, mais après l'avoir activée, il se rend vite compte que c'était une erreur, il a l'impression que sa tête va se fendre en deux, il doit donc immédiatement abandonner cette compétence. Elle est clairement trop dangereuse, Akira décide donc de ne plus l'utiliser pour le moment. À ce moment-là, la jeune elfe se réveille et Akira lui demande si elle va bien. La jeune fille répond qu'elle va bien, mais Akira a du mal à la croire et se demande pourquoi. Akira ne lui dit pas, mais pour une raison quelconque, il est capable de voir son écran d'état. Il suppose que cela a peut-être un rapport avec la capacité World Eye, mais il n'en est pas sûr. Ce dont il est sûr, cependant,
c'est que son écran d'état indique que ses PV sont tombés à peine 2% de son maximum. Akira remarque que cette fille possède également la compétence œil du monde et se demande si elle peut voir son écran d'état également. La fille l'appelle par son nom tout en lui demandant pourquoi il se trouve dans le donjon, mais ce n'est pas du tout poli. Akira lui répond tout de même qu'il est venu ici pour gagner des niveaux, mais il lui fait remarquer qu'elle devrait d'abord lui demander son nom, même si elle a vu son écran d'état. Malheureusement, elle ne se sent pas très bien et s'évanouit dans ses bras. Elle a une forte fièvre, alors Akira l'emmène près d'un point d'eau. Quand elle se réveille, Akira plaisante en disant qu'elle a été réveillée par le bruit de son estomac vide qui gargouillait. Il n'a que de l'eau à lui donner pour l'instant, mais il lui dit qu'elle ira bien, car il est préférable de s'hydrater quand on a de la fièvre. Akira lui dit qu'elle a besoin de se reposer, mais elle a trop faim pour dormir. La jeune fille s'appelle Amelia, et heureusement pour elle, le porridge qu'il était en train de préparer vient d'être prêt, alors elle le dévore. En la voyant manger comme une sauvage, Akira se rend compte qu'elle va bientôt se remettre, et son commentaire amène Amelia à se demander comment il en sait autant sur les soins aux malades. Akira explique que c'est simplement quelque chose qu'il a appris au fil du temps, car sa mère est en mauvaise santé. Amelia remarque les inscriptions qu'Akira a faites sur le mur, et celle-ci indique qu'il se trouve au 69e étage. Akira l'a pourtant trouvé au 75e étage, elle se demande donc pourquoi il est remonté, d'autant plus qu'il essaie de passer au niveau supérieur. Akira explique que c'était le point d'eau le plus proche et qu'Amelia avait désespérément besoin de s'hydrater. Cela signifie qu'Akira l'a porté jusqu'ici, mais Amelia veut juste savoir s'il est un pervers et s'il l'a touché à des endroits bizarres. Akira rejette immédiatement cette idée, précisant qu'il n'est pas un pervers, et lui dit simplement de se rendormir. Elle le fait, mais avant cela, elle lui dit qu'elle est en fait une princesse. Akira le sait déjà, car il l'a vu sur son écran de statut plus tôt. Elle dit à Akira que personne n'a jamais rien fait de tel pour elle, puis elle s'endort. Akira est content et décide de se reposer lui aussi. Akira ne peut dormir que parce qu'il a activé un sort de détection du danger et qu'il en a étendu la portée afin qu'il couvre également Amelia. Avant de s'endormir, Amelia sent le sort d'Akira sur elle et se dit qu'il est peut-être un type sympa après tout. Le lendemain, Akira atteint le 80e étage. Il tranche l'estomac d'un ogre géant, et Amelia utilise un sort de gravité pour en écraser un autre. Amelia va beaucoup mieux maintenant, alors Akira ne peut s'empêcher de lui demander pourquoi elle le suit toujours. Elle répond qu'elle ne le suit pas du tout et qu'elle se trouvait simplement dans la même direction que lui. Akira n'y croit pas, alors il lui explique qu'il ne la protégera pas. Amelia se sent insultée car, même si elle sait qu'Akira a une force surhumaine, elle révèle qu'elle est tout à fait capable de se débrouiller seule. Ils finissent par arriver à la salle du prochain boss, où un dragon féroce apparaît. Il n'hésite pas à attaquer, alors Akira utilise « présence dissimulée » pour se mettre à un meilleur endroit. Amelia utilise son puissant sort de gravité pour gagner du temps pour Akira, mais ce dragon est l'adversaire le plus redoutable qu'il ait jamais affronté. Le dragon le repousse, et Amelia dit à Akira que la bête doit suivre la trace de son mana. La meilleure façon de contrer cela est pour Akira de diffuser sa magie dans son environnement, mais Akira répond que c'est plus facile à dire qu'à faire. Sa suggestion lui donne cependant une idée. Akira réfléchit à la façon dont son mana se comporte lorsqu'il passe en mode furtif, et il se concentre très fort pour le contrôler d'une manière différente. Au lieu que le mana recouvre son corps pour le dissimuler, Akira l'utilise désormais comme une extension de lui-même. Cela fonctionne, car le dragon est distrait par le bras de mana d'Akira, ce qui lui permet de l'attaquer sous un angle différent. Akira porte le coup fatal et parvient encore à sauver Amelia de l'écrasement. Amelia n'arrive pas à comprendre ce qu'elle vient de voir chez Akira, alors elle lui demande ce qu'il a fait. Akira explique simplement qu'il n'est pas assez habile pour diffuser son mana comme elle le lui a suggéré, alors il a utilisé le mana autour de lui pour créer quelque chose de séparé de lui-même. Amelia est cependant stupéfaite, car le bras qu'il a envoyé semblait être complètement indépendant de son corps. Cela ne devrait même pas être possible, et la seule personne qui ait jamais fait quelque chose de similaire est le premier héros. À ce moment-là, les deux sont choqués lorsque le dragon commence à briller pour une raison mystérieuse. Merci d'avoir regardé mon résumé.